Donc je vais vous parler de design de persuasion, de persuasive design. Et je vais vous montrer comment un utilisateur va transformer ses frustrations et grâce à quelques petits éléments, quelques petites théories que je vais vous montrer, on va pouvoir essayer de le séduire et de l'engager sur votre outil, votre plateforme, votre application. On est d'accord? Tous les produits, tout ce qu'on manipule en tant qu'application, app, ça vient d'une idée. Ça vient d'une super idée qui est arrivée au bon moment, où on s'est dit « Ah chouette, c'est génial, on va sortir ça ». Et puis, après quelques mois, quelques années, je ne sais pas si c'est le cas dans vos boîtes, mais l'outil n'est pas ou peu utilisé. C'est difficile de décoller. On sent qu'on a tout donné, mais ça n'arrive pas à convaincre un maximum d'utilisateurs. Pourquoi d'après vous? Vous avez une idée? Pas penser à l'utilisateur, justement. Pas penser à l'utilisateur? C'est une bonne de base qu'on n'a pas demandé aux gens leur avis. C'est une très bonne réponse. Vous en avez d'autres? Ouais. On l'a pas bien marketé, on a peu de personnes qui sont réellement au courant de son existence et qui l'utilisent. Ok, peu de communication, peu de marketing sur le sujet, donc pas connu. Ouais. L'interface n'est pas adaptée à tout le monde. L'interface n'est pas adaptée à tout le monde, ça rejoint un peu ton point, mais sur un aspect un peu différent. Ouais. Ouais. On peut avoir vieilli, entre guillemets, adapté dans le temps. Ok, il est sorti, il était là, mais il n'est plus là. Du coup, il est vieux et ok. Ça marche. Mais une des choses aussi qui arrive très fréquemment, c'est le fait qu'en fait, il en existe beaucoup. Souvent, vous avez une idée qui vous semble un peu novatrice, mais en fait, quand vous arrivez sur le marché, mais il en existe des tonnes. Et du coup, vous êtes en concurrence avec beaucoup de personnes. On va revenir un peu dans le passé, dans les années 90-2000, quand on parlait d'outils pour communiquer, les premiers réseaux sociaux, on parlait de MySpace, on parlait de Friendster, on parlait de Caramel, de MSN. Comment ça se fait que Facebook est arrivé et encore continue? C'est fou, alors qu'il n'était pas présent encore dans ces années-là. Qu'est-ce qu'il avait de plus que les autres? Je ne sais pas. Mais en tout cas, souvent, quand on a plusieurs idées et qu'on en lance une, comment on essaie de faire après pour savoir si elle a bien marché ou pas? On essaie de sortir plein de métriques, de se dire ah ouais, alors notre utilisateur c'est quoi le taux de conversion, c'est quoi le taux d'utilisation moyen, c'est quoi le nombre de visites par jour, c'est quoi la valeur de sa visite, est-ce qu'on a réussi à concrétiser, à avoir de l'argent? On va penser à tout ça. Et souvent on va avoir le marketing ou d'autres personnes qui vont lister vraiment réellement qu'est-ce qui se passe sur le site. Mais je vous dirais qu'en fait, le persuasive design, aujourd'hui, là, quand je vous en parle, on va pas du tout parler de métriques, mais on va parler d'amour. Elles sont belles. Enfin, je dis elles, mais ils, je ne sais pas. Mais en tout cas, on va prendre un exemple. Si votre produit, c'était votre petit copain ou votre petite copine, quelle serait la phrase qui pourrait le mieux la caractériser? Genre par exemple, vous travaillez sur un projet là, c'est une application web qui a peut-être allé 3-4 ans, ça décolle pas trop. Si c'était votre petite copine, comment vous la caractérisez cette application, ce produit? Moi j'ai une petite idée pour la mienne, mais si vous avez des idées... Hein? Moi je dirais, ah ouais mais t'as une super personnalité. Vous savez la phrase qu'on dit quand... Pas GG, mais par contre elle est super cool, super sympa. En fait ça veut dire quoi, elle a une super personnalité? Ça veut dire ah ouais, une super personnalité, mais quand tu apprends à la connaître, parce que au départ c'est pas vraiment facile, et pour l'approcher et pour interagir avec elle, je me suis cramé un peu les doigts. Mais moi clairement, dans mes anciennes boîtes, j'étais plus sur ça, j'étais plus sur cette idée de c'est super chouette quand tu la connais, mais avant c'était compliqué. Et si je continue le parallèle, et si je vais plus loin, du coup, il faudrait que mon utilisateur, il faudrait que mon outil puisse être séduisant. Il faudrait que je puisse tomber amoureux de lui au bout d'un moment, après une utilisation.
Et il faudrait aussi que du coup je m'engage avec lui dans le long terme. Si je prends, on va dire, un parallèle avec une relation classique de nos jours. Ça se traduit par quoi au niveau produit? Ça se traduit par avoir une super page de connexion, être bien attiré, bien accueilli, commencer à le connaître. Ça se traduirait après pour tomber amoureux, pour avoir une super première utilisation. Est-ce que vraiment mes premières 5 minutes sur le site ou sur l'application, sur mon produit, elles ont été belles, elles ont été super intéressantes? Est-ce que j'ai adoré utiliser mon produit? Et à la fin, est-ce que mon produit est devenu quelque chose que j'utilise de manière fréquente? Est-ce que vraiment j'y reviens parce que c'est l'amour fou, ça fait 7 ans que je la connais, c'est génial. Et ça, le persuasive design le fait très bien. Le principe du persuasive design, c'est qu'on a pris des éléments psychologiques, on les a essayé de les couper parce que c'est un petit peu compliqué à comprendre. On a pris ces petites théories, on a essayé de les appliquer et en trouver des bonnes pratiques pour la conception d'écran. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Anders Stocksbo qui a créé des super cartes sur tous les principes de persuasive design. J'en fais un peu la pub, mais en tout cas mon talk sera basé sur ça. C'est tous ces principes, actuellement dans le jeu de cartes, il y en a 60, qu'on peut utiliser pour essayer d'engager notre utilisateur à utiliser une application. Vous inquiétez pas, on va beaucoup en parler et je vais vous montrer des exemples. Mais si vous voulez en discuter et voir les cartes, elles sont là. Je vous avoue qu'elles coûtent un petit peu cher, mais personnellement, j'étais contente de les avoir achetées. En plus, il faut les faire livrer parce que ça vient des États-Unis. Bon. Donc on va commencer par la séduction. Comment essayer de faire passer votre utilisateur d'une page de connexion à un moment de séduction entre le produit et celui-ci? Certains se sont dit, comme OkCupid, je ne sais pas si vous connaissez le site, c'est aux États-Unis qu'il a été créé bizarrement. C'est un site qui permet du coup de faire cocu à son conjoint. Et du coup c'est un site de rencontre pour personnes en couple. Et qu'est-ce qu'ils ont de mieux trouvé qu'une petite phrase pré-complétée, un call to action, donc un bouton bien gros, pour vous faire rentrer dans le produit. Ils sont malins parce que du coup tout est pré-complété. Ils ont mis en plus des éléments dont ils voulaient avoir, ils ont mis des éléments qui étaient plus ou moins ces utilisateurs phares et qui souhaiteraient aussi attirer. Donc des femmes qui sont straight, je vous laisse traduire cet élément. Et ça, je vous avoue que cette page, ça entraîne, même si on n'a pas envie de tromper potentiellement notre conjoint, mais on a simplement envie de remplir les cases. Je sais pas vous, mais moi j'ai envie de jouer, d'aller voir les propositions, de remplir mes bonnes cases. En plus, ils l'ont fait sous forme de phrases. Je suis une femme, mais qui n'a pas besoin de... Voilà. Okay. Et ça, derrière, ça traduit quelque chose. Ils ont utilisé la fluidité du traitement, qui est un concept basé sur 3 piliers. La fluidité du traitement, on peut le caractériser, il peut avoir 3 éléments de caractérisation par rapport au conceptuel, au visuel et au linguistique. Eux, OkCupid, ils ont dit qu'ils allaient faire un visuel clair avec des éléments très compréhensibles. Et souvent, je ne sais pas si vous savez, quand c'est très facile à comprendre, notre cerveau traite et comprend l'information plus vite et du coup est capable d'être... Du coup, notre opinion est influencée par ça. C'est-à-dire que plus c'est simple et facile, plus c'est fluide et plus je vais avoir envie d'y aller, plus mon opinion sera liée à ça, sera influencée par ça. Deuxième exemple, je pense que vous reconnaissez bien cet outil. Qui a déjà utilisé Booking? Oh, pas beaucoup quand même. Ah, quand même. On doit enlever la main. Ah mince. Quand t'es chez un concurrent. Alors Booking, je vais rien dire parce que j'utilise aussi. Et je trouve que le site est super chouette parce que j'ai découvert des super éléments dessus. Mais dessus, il y a quelques petits éléments, je pense que vous le savez et que vous l'avez détecté, qui font qu'on a envie de réserver des chambres. Le premier, je pense que vous l'avez tous vu, c'est en rouge, la rareté. Il n'y a plus que 3 hébergements disponibles. C'est horrible. Il faut que je commande de suite, sinon il n'y en aura plus. Et même quand du coup il y a des logements qui ont été réservés au même moment que vous êtes sur la page, vous avez un gros encart. Il ne reste plus que 2 logements, fais gaffe.
Donc vous êtes un peu stressé, quoi. La rareté, vous avez envie de l'avoir parce que vous avez une ressource qui est potentiellement plus disponible. Donc l'humain, qu'est-ce qu'il fait? Il va vouloir l'acheter avant qu'elle ne soit plus disponible. Il y a un autre principe qui est derrière, c'est la preuve sociale. C'est-à-dire qu'à chaque élément du site, chaque fois que vous allez voir un objet, un élément, vous allez avoir une preuve sociale qui dit que c'était génial. Vous avez les petites étoiles, vous avez le nombre d'expériences vécues. Quand vous rentrez dedans, vous avez des commentaires qui viennent d'autres personnes. Bref, on vous dit que c'est génial. Et forcément, vous avez envie de croire en ces personnes qui ont vécu la même chose que vous allez vivre, plutôt que de ne pas le croire. Et du coup, si vous voyez 3 étoiles avec une super note, vous dites « Ah ben c'est génial, je vais le choisir ». Alors que finalement, peut-être que c'est truqué et qu'on n'en sait rien. Et deuxième élément qui surprend, c'est qu'en réserve, on a un sentiment d'achèvement. C'est-à-dire qu'en fait, on a rajouté un sentiment de clôture d'une tâche et on a récompensé l'utilisateur. Je ne sais pas si vous voyez cette phrase, mais elle est magique quand même. C'est votre jour de chance. Vous avez choisi l'option la moins chère en plus. Et puis du coup, vous n'êtes pas passé à côté du meilleur tarif. C'est génial. On vous dit, c'est génial les gars, t'as trop bien fait de cliquer ici. On vous encourage même à aller jusqu'au bout. Genre, allez, vas-y, t'es presque. Et même si tu veux aller plus vite, tu peux rentrer que ces éléments-là. Et on te rajoute encore un petit stress du style « Ah, l'établissement est réservé une fois à vos dates au cours des 6 dernières 6 heures. » Enfin, des dernières 6 heures. C'est-à-dire qu'il y a 6 heures, il y a une réservation. Ouais. Juste pour compléter, même visuellement, on passe du rouge au vert. Donc ça Exactement. C'est imposant. Exactement. La couleur rouge, il faut le savoir quand vous en mettez dans vos applications, ça a été testé, ça augmente les palpitations cardiaques de votre cœur. C'est-à-dire que si ton écran est en rouge, vous allez automatiquement avoir un rythme cardiaque plus fort. Ah, je crois qu'il y a eu des personnes qui ont testé ça. Non, mais tu connais notre code couleur. Sachez que je ne sais pas si c'est pour le bien ou le mal, mais le rouge, on a tendance à le vivre comme une attaque et potentiellement du coup d'avoir un rythme cardiaque plus important. Du coup, je voulais un peu expliquer, mais dans cet écran, on a pu voir, dans ces écrans, on a pu voir 4 patterns du design de persuasion. On a vu le pattern de preuve sociale, des témoignages, des citations, des actions réalisées par les amis récemment, etc. etc. En faisant un texte à trous, on a créé un formulaire où on va essayer de vous amener à le pré-remplir, avoir une intention de le compléter. On a mis un sentiment d'achèvement, c'est-à-dire qu'on vous a félicité quand vous avez fini une action. Genre, c'est génial, trop bien, t'as fait ça, mais vas-y, continue. Et le sentiment de rareté, bien sûr, quand une ressource est limitée, on a tendance à la vouloir la plus rapidement possible. Booking. Bon, je ne vais pas y revenir dessus, c'est à peu près les mêmes éléments. Vous l'avez vu direct, j'imagine. La preuve sociale est partout, c'est populaire. Les avis, le nombre d'étoiles, on la revoit ici, parce que si tu l'as pas vu, on le remet en haut. Attention, rareté, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur la page. Bon, bref, tout ça arrive. Eux, ils ont mis du vert partout. Ils se sont dit, bon, pas de rouge, nous on va aider l'utilisateur. Regardez, waouh, réduction, achetez, surtout ça. Et ça, vous l'avez vu, ça dépend pas forcément de l'utilisabilité. Je m'explique. D'habitude, quand on fait de l'UX, quand on fait des outils, on pense à l'utilisabilité. Qu'est-ce que c'est ce mot bizarre? En fait, l'utilisabilité a pour but de réduire les frustrations des utilisateurs en proposant une interface rapide, efficace, efficiente, bref. Oui, efficace, efficiente, ouais. Bref, quelque chose qui vous permet d'aller vite et pas frustré. Mais là, sur Booking, l'interface, on est d'accord, elle n'était pas jolie, elle n'était pas sexy. Mais qu'est-ce qui vous a incité? Ce sont tous les concepts qu'ils ont mis derrière, tous les patterns pour vous aider à remplir et à vous stresser pour acheter de suite. Donc ce que je veux dire, c'est que lors d'une rencontre d'un écran, on a énormément de frustration. On va essayer de les réduire en utilisant des écrans qui sont utilisables, qui sont UX, qui sont pensés expérience utilisateur. Mais est-ce que frustration, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est quoi la frustration au final? Parce que
J'en parle comme ça, le mot frustration, mais je ne sais pas si d'entre vous, vous connaissez les différents types de frustration. Il y a un terme qui est assez fort pour parler de frustration, il y a la charge cognitive. La charge cognitive, c'est le montant total de mémoire de travail, on va appeler ça mémoire de travail en français, qui est utilisé quand vous travaillez dans votre mémoire. C'est-à-dire qu'il faut voir votre cerveau en bloc. Les mémoires de travail, normalement, on en a entre 3 et 4 par personne. Ces mémoires de travail-là, plus on a une tâche qui est difficile, plus on va remplir notre cerveau de mémoire de travail. Si on refait cette tâche et qu'on devient expert, on va prendre moins de mémoire de travail parce qu'on va connaître toute cette tâche et on va avoir moins de frustration. Il existe 3 types de charges. La charge intrinsèque, qui dépend de la tâche en elle-même. C'est-à-dire si c'est une tâche compliquée, elle sera forcément compliquée, à part si on est expert dessus. La charge cognitive extrinsèque, où là c'est la façon dont est présentée l'information qui est compliquée à lire. Je ne sais pas si vous le savez, mais actuellement quand on est au collège-lycée, quand on fait des schémas, on met les légendes juste à côté, ou on met les éléments juste à côté. Avant, ce n'était pas le cas. On avait la page de schéma, la page de légende, ou la page d'explication. Le fait de les rassembler, ça vous permet une meilleure compréhension, déjà de base, parce que votre mémoire de travail n'est pas occupée à essayer de les rassembler et à penser à tout ça. C'est pour ça que maintenant, dans les collèges et lycées, moi c'était le cas, j'ai toujours ma carte avec mes tirés et ma légende sur les mêmes éléments, même si ça fait charger des fois, mais ça sert à ça. Et ensuite, on va avoir la charge cognitive essentielle. Celle-là, c'est plus lié à nos schémas mentaux, c'est-à-dire que ça va être une charge cognitive qui va être seulement là pour apprendre une tâche dans le long terme, pour que ça devienne des connaissances. C'est-à-dire que souvent, on a une charge essentielle très forte quand on veut que ce que l'on apprend reste avec nous. Ça devient de l'apprentissage et du coup, ça devient une connaissance pour nous. Voilà les 3 types de charges. Du coup, si je reviens à ceci, notre utilisateur a des frictions, c'est-à-dire qu'il a des charges. Et notre principe là maintenant, ça va être essayer de baisser ces 3 types de charges avec de la motivation. En fait, si on prend les frustrations comme un vecteur horizontal à l'utilisabilité, alors on peut chercher un vecteur qui du coup nous déplace vers l'avant, qui permet d'aller au-delà de cette charge et de ces frustrations, c'est la motivation. Et c'est ça réellement que permet le persuasive design en utilisant la psychologie, c'est d'attaquer vos motivations pour vous faire rester et passer outre ces frustrations. Ça va, je suis assez claire ? Ouais. Du coup, maintenant, on va passer sur la période sur la concrétisation d'une relation, c'est-à-dire le fait de tomber amoureux de notre outil. Vous allez voir, on va un peu changer des principes qu'on a vus tout à l'heure. Du coup, on va passer sur d'autres principes, d'autres théories. Pour cela, on va prendre un exemple qui date un peu. On va prendre l'exemple de la page de donation de Obama pour faire les donations pour sa campagne en 2012. Avant, il y avait ça. Êtes-vous motivé? Mettez votre adresse email. I mean. C'est devenu au fur et à mesure. Alors, juste après cette page, il y avait ça, qui était tout blanc, sans trop de hiérarchie, un peu bizarre. On est passé à ça. Quelques mois après, en 2012, je crois que c'est en juin 2012. Là, ils ont essayé de faire un peu mieux. Ils se sont dit, on va le mettre en avant un peu plus, on va mettre le blabla qui sert à rien tout en bas, on va mettre le call to action en rouge, et on va essayer de séparer un peu mieux. Mais ils n'étaient toujours pas satisfaits. Ils voulaient aller plus loin pour essayer d'engager l'utilisateur à aller jusqu'au bout de la donation, parce qu'ils s'apercevaient qu'une fois arrivé sur cette page, personne cliquait sur le petit bouton. Donc ils ont décidé de construire ça. Moins d'infos, Obama genre la moitié de l'écran, et vous avez vu ce petit composant. Là, de base, vous avez, je pense, repéré ce qui a été mis en place. On vous rassure déjà directement sur le paiement. On n'a rien fait qu'on nous rassure en disant « T'en fais pas, c'est sécurisé. Tu peux aller jusqu'au bout, pose ta pression, tu vas mettre ta carte bleue, mais ça va aller. » Mais surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un sentiment de tunnel.
on a mis l'utilisateur dans un tunnel, là. On est déjà à l'entrée du tunnel. C'est-à-dire qu'il ne sait pas quelles vont être les phases d'après. Il en a un peu l'idée, parce que c'est quand même écrit. Mais là, en termes d'action, il y a juste une action qui lui est demandée. Et quand il rentre dans le tunnel, c'est ultra simple pour lui. Parce que vous savez quoi, quand vous cliquez, j'ai pas réussi à avoir de gif ou de démo parce que la page n'existe plus. Mais quand vous cliquez, automatiquement, ça passe à la phase d'après. Vous n'avez même pas un clic perdu pour passer à la page suivante. Tout est amené pour que vous traversiez le tunnel de manière ultra simple. Ça s'appelle un effet de tunneling. On a un deuxième effet qui est le séquençage. Le fait d'avoir séparé vos informations en 4 parties, le fait de saisir mais sur 4 éléments différents, ça permet pour vous tout simplement que ça soit plus simple. Vous allez du coup vous dire, ok, il y a quoi sur cet écran, il y a ça à faire, c'est bon, j'ai compris, c'est simple. Du coup, je passe à l'étape d'après. C'est plus simple que, oh non, j'ai tout ça à remplir, c'est une catastrophe. Et troisième élément, qui est le chunking, la séparation, c'est-à-dire qu'en séparant et en faisant ce que je vous ai dit du séquençage, en fait, le fait à l'œil, le fait de le séparer, ça permet de prendre des actions plus rapidement, oui, mais ça permet aussi de mieux comprendre. C'est-à-dire que plus vous séparez une grosse information en petites informations, et mieux vous allez le comprendre. Et ça me fait un parallèle avec la fluidité de traitement, c'est-à-dire que plus vous le comprenez rapidement, et du coup vous allez avoir une bonne opinion positive parce que vous n'allez pas avoir beaucoup de mémoire de traitement à gérer. Ça va, vous me suivez? Et en plus, pour terminer, parce que c'est pas fini, quand vous avez fait vos 4 belles étapes, petit tunnel, tadam, on a Obama qui nous remercie. Et surtout, petit bouton spread the word en disant super, t'as donné, partage-le à tes amis, c'est génial, vas-y, montre-le au monde entier. Et aussi, on a ça qui est incroyable, qui est le nombre de dons par région, par état, chez eux. Et ça, vous savez pas, mais on a toujours envie de faire un petit peu de compétition. Et je pense beaucoup aux États-Unis parce que je pense qu'en Créta, ça doit être vachement ça. Et là, on se dit, oh purée, la Californie, ils sont tellement devant. Moi, je suis à New York, mais on n'est pas de beaucoup. Bon, ok, c'est bon, je vais cliquer et je vais le montrer aux autres. Comme ça, on va pouvoir montrer qu'on pèse dans le game, nous, les New-Yorkais. Donc là, ce sentiment de compétition, d'avoir différents états et de montrer l'utilisateur dans quel état il est par rapport au monde et aux autres personnes, ça, c'est un sentiment qui aide énormément à l'engagement. Et vous savez quoi? En faisant ça, là, ce que je vous ai montré, cette refonte de site, ils ont augmenté leur taux de donation de 49%. Mais vraiment, hein, ils ont fait plus de 240 tests A/B testing entre l'ancien et le nouveau. Ils ont réussi à avoir une conversion de 49%. Ce qui est énorme hein, dans le changement du UX. Donc je vous l'ai montré, mais les principes sont assez simples. On a du tunneling afin de garder notre utilisateur tout au long du parcours. On a une séparation de l'information pour qu'elle soit plus vite comprise et du coup plus vite assimilée. Et du coup qui permet de prendre des actions plus rapides. On a le séquençage qui du coup découpe une tâche très complexe en petits bouts. Donc l'humain a moins de mémoire de travail et de charge de travail et de frustration en tête. Et on a un sentiment à la fin de compétition qui permet du coup d'exploser parce que du coup notre donation elle est envoyée partout. Ça c'est un petit peu les plusieurs principes qu'a pu mettre en place Obama. Moi j'ai quelques conseils aussi et c'est vraiment le cœur de ma présentation ici. C'est que souvent dans les besoins, dans votre produit, on va avoir les besoins utilisateurs. Ouais, on les connaît souvent, hein. La plupart on le sait. Hein. C'est par exemple pouvoir télécharger mes photos sur les réseaux sociaux pour que tout le monde puisse le voir. C'est par exemple pouvoir avoir, je sais pas moi, un bon retour concernant, je dis n'importe quoi, sur la phrase que j'ai mis, est-ce que j'ai beaucoup de likes ou pas. Voilà, on va pouvoir avoir plusieurs besoins utilisateurs. Et on a des besoins business. Bon, bien sûr, gagner de l'argent, mais si l'utilisateur nous explique ce qu'il aime, moi je pourrais lui donner un meilleur service, tout ça, ou carrément, moi j'ai juste envie qu'il mette ses données au sein de mon application, comme ça les données je peux les revendre et ça me fait plus de fric, etc., etc. Mais souvent, ce qui marche le mieux entre ces objectifs primaires et ces objectifs secondaires, c'est quand les deux se rencontrent. C'est quand on arrive à avoir cet overlap, et comme je le disais tout à l'heure, il y a des sites qui arrivent très bien. C'est-à-dire que des besoins qui sont au départ seulement business peuvent être couplés à des besoins utilisateurs et c'est ce besoin-là
qui sont géniaux et qui font marcher après votre outil. Plus vous en avez, mieux c'est. Par exemple, je parlais des réseaux sociaux, mais il y a d'autres outils. Par exemple, il y a un outil pour les femmes, je pense que ça existe aussi pour les hommes, où vous remplissez ce que vous aimez. Alors moi, je fais 1m60, j'aime bien les trucs larges, j'aime beaucoup les leggings, j'aime beaucoup les bottes à talons, c'est génial. Et plus vous mettez d'infos, et plus l'outil vous dit c'est génial, je vais pouvoir te donner les meilleures affaires et du coup je vais avoir un service qui sera de qualité parce que tu m'auras renseigné tout ça. Moi j'ai pris du fun à le faire parce que du coup j'ai tout détaillé, mais derrière l'entreprise a pu garder ses infos et proposer un meilleur service. C'est comme ça en fait que doivent réfléchir les entreprises pour essayer d'amener leurs utilisateurs à tomber amoureux de leur service. Une fois qu'on a ça, il faut s'engager sur le long terme. Parce que bien sûr, qu'est-ce qui vous dira que votre utilisateur va revenir au bout de 7 jours, au bout de 10 jours, au bout d'un an? Moi j'ai bien aimé Sens Critique. Est-ce que vous connaissez Sens Critique? Non? C'est une appli qui vous permet de donner des notations sur des films, des jeux, des livres, des BD, et qui permet de partager vos notations. Et en contrepartie, vous avez, en fonction de votre profil, ce qui pourrait vous intéresser. C'est-à-dire, on a vu qu'un tel avait les mêmes notes sur à peu près les mêmes films, il a aussi aimé ça, tu devrais le regarder. Et du coup, ça fait un outil où c'est plus ou moins un ensemble de notations sur plein d'éléments, et les gens sont heureux parce que du coup, ils ont ils sont guidés sur qu'est-ce qu'ils vont faire juste après, sur des personnes qui les ressemblent. Et la page de connexion, elle est juste, je trouve, très sympa. Déjà, on vous explique directement que grâce à ce que vous allez mettre, on va pouvoir vous recommander des œuvres que vous allez adorer. Ils ont mis le terme adorer en plus, mais que vous allez adorer. C'est-à-dire que là, il y a un effet que j'appellerais de donation de soi. C'est plus vous donnez de votre personnalité et plus l'outil va vous faire ressortir, et c'est ça que l'utilisateur va aimer, c'est qu'il va avoir réellement des informations qui sont cohérentes vis-à-vis de son profil. Et ça, c'est un effet qui, je trouve, est super fort parce qu'il attaque votre partie sentimentale, il attaque votre sympathie. Il vous fait aller dans le même sens et il vous fait réfléchir avec lui. On a aussi quelque chose qui est chouette, c'est les reconnaissances de patterns. Dans un écran, souvent, le fait d'avoir les mêmes typologies d'objets de la même manière, quand je check quelque chose que j'ai noté, ça le met de la même manière et c'est partout pareil. Ça, l'utilisateur, quand on arrive sur un écran, sachez-le, on cherche toujours à séparer la structure de l'écran, on cherche toujours à trouver une logique et on cherche toujours à avoir une structure d'écran. Et plus on a de structure, et plus ça nous rassure. On a aussi quelque chose qui est assez sympa, c'est que imaginez le même site en disant « Ouais, dis-nous ce que tu aimes » et derrière on te dira ce que tu pourras aimer, mais on ne met pas les cartes. Vous pensez qu'on va avoir la patience de cliquer sur champ de recherche, de taper, alors imaginons je tape Dragon, mais derrière il faut que je choisisse si c'est Dragon Ball Z, le dessin animé Dragon, le livre qui s'appelle Dragon & Co, gna gna gna. Vous imaginez toute la frustration que c'est? Donc en fait, on va plutôt être sur de la reconnaissance d'éléments plutôt que sur du rappel. Là, ils sont très forts, c'est qu'au fur et à mesure que je scrolle, ils me mettent des éléments que j'aime bien, qui sont un peu liés à ce que j'ai aimé, mais surtout, ils vont me les proposer. Ça n'aura rien à voir que champ recherche. Mais la recherche est toujours disponible, je crois, dans un coin de l'écran en bas, si vous n'avez pas trouvé. Et dernier point, on vous fait un feedback en temps réel. C'est-à-dire qu'en fonction du nombre d'éléments que j'ai listés, on va vous dire écoute, c'est super, 11 éléments, on commence à te connaître, c'est génial. Par contre, si tu es en dessous de 10, il disait ouais, continue comme ça. Parce que là, c'est pas top. Et ça aussi, c'est génial. Le fait d'avoir des retours de feedback de manière constante, c'est génial pour engager votre utilisateur à continuer à saisir. Et bien sûr, à la fin, on parle toujours de vos amis ou de vos abonnés Twitter, tout ça pour la réputation. En fait, ce principe-là, il est assez fort, c'est que le fait de contribuer et de construire une réputation et de partager l'information, ça va vous aider à rester. Vous allez construire une relation de confiance avec votre produit, vous allez pouvoir le partager à d'autres amis, vous allez aller plus loin dans la relation parce que ça va vous aider à faire autre chose. Bref, le site est assez bien fichu, avec, comme je vous l'ai dit, des effets de donation de soi, la reconnaissance de patterns, où l'utilisateur peut trier, organiser de la manière dont il souhaite,
être plus sur de la reconnaissance plutôt que du rappel, et bien sûr un petit peu de réputation. Il y a d'autres aussi, il y a d'autres principes, hein. Je vous en cite pas, mais il y en a 60 ici. Mais clairement, ce qu'on souhaite faire à la fin pour engager les gens, c'est faciliter leur exploration, c'est ne pas se mettre sur le chemin du user. Si le user souhaite valider alors qu'il n'a pas saisi autant de films que souhaité, ben tu le laisses faire, c'est pas très grave. Au pire, il reviendra plus tard. Le fait de lui mettre souvent des contraintes, ça le fait sortir de la boucle. Le fait de lui mettre des feedbacks, le fait de lui permettre de quitter l'application, parce que souvent le bouton quitter pour se déloguer ou autre, si on le trouve pas, c'est frustrant. Et du coup, on va avoir envie de juste partir et de jamais revenir. Donc il ne faut jamais laisser une dernière impression mauvaise. Il faut qu'on lui mette aussi des objectifs réalisables au fur et à mesure de son parcours. Parce que comme ça, on va l'inciter à aller de plus en plus loin avec l'outil. Et jamais lui mettre un objectif très dur à remplir au départ et du coup le mettre devant une montagne sans savoir comment l'aider à la grimper. Et bien sûr aussi enlever les répétitions ou les évidences. Remplissez ce formulaire. Oui, ben, ce formulaire, il faut que je le remplisse, oui, merci. Voilà, ce genre de texte, on valide. Donc tout ça, je vous ai dit, on a évalué les frictions, enfin les types de frustration, et je vous ai parlé un peu de motivation grâce à plusieurs théories. Mais clairement, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Quels sont les différents types de motivation que l'on a? On a 3 types de motivation. La motivation, qui est l'absence de motivation, mais pour cela, les utilisateurs quand même s'engagent dans l'activité, mais sans trop savoir pourquoi. Ils le font pour une raison, mais ils ne sont pas très motivés. Après, il y a la motivation extrinsèque, où là, c'est une motivation qui est externe, c'est-à-dire que vous allez faire ça parce qu'on vous le demande. Exemple, la punition, bah, tu dois faire ça parce que tu es puni. Ok. Ou tu fais ça parce que tu as une pression managériale derrière toi. Bon, ok, ça arrive. Et la dernière motivation, et c'est celle qu'on va rechercher, c'est la motivation volontaire et spontanée. Où c'est là où les utilisateurs vont essayer d'éprouver du plaisir, vont faire qu'ils vont se sentir bien avec vous et c'est eux-mêmes qui vont s'engager dans le produit. Et du coup, c'est ça qu'on va chercher avec le persuasive design. On peut aussi essayer, même si l'utilisateur n'est pas du tout du côté de la motivation intrinsèque, à le garder avec nous avec la motivation extrinsèque. Je m'explique. On a 2 types de motivation extrinsèque qui sont la régulation identifiée et la régulation intègre. C'est des mots un peu barbares, mais je vais vous les expliquer, ça va bien aller. Alors, régulation identifiée pour les motivations extrinsèques, c'est comme, on va dire, votre utilisateur, il s'engage à réaliser une action car lui, plus tard, ça va avoir un lien avec ses motivations intrinsèques. Je m'explique. On est aux États-Unis, on a souvent les enfants, les lycéens qui font un sport particulier. Ce qui les intéresse pas forcément, ce qui les intéresse, c'est pas forcément le baseball, mais ce qui les intéresse, c'est d'avoir une bourse pour pouvoir après faire du sport dans un domaine pro. Donc du coup, ils se mettent directement dans le sport et le baseball, imaginons au lycée, parce que derrière, ils jouent au long terme. C'est ça, une motivation extrinsèque, régulation identifiée. Et on a aussi la motivation par régulation intégrée. Ça, c'est un peu plus compliqué. Par exemple, je vais vous donner un exemple et vous allez de suite comprendre. Enfin, j'espère. Quand j'étais jeune, moi je suis de Carcassonne, c'est pour ça que j'ai un petit accent chantant. Vous avez peut-être dû l'entendre. Et à Carcassonne, mes grands-parents et souvent les Carcassonnais ont parlé occitan. Alors réellement, l'occitan, c'est pas du plaisir pour moi, hein, on est d'accord. Mais au collège, il y avait possibilité de faire occitan en langue un peu comme le latin. Eh bien, je l'ai pris. Parce que, pour moi, ça correspond à mes valeurs. Ça ne fait pas partie d'un plaisir, mais ça correspond à mes valeurs et à qui je suis. Donc là, on est plutôt sur de la motivation extrinsèque à régulation intègre. Et ce qui est très important à voir là, c'est que nous, ce qui nous intéresse, c'est tous les utilisateurs qui passent ce trait. C'est que du coup, on les a autodéterminés à utiliser notre appli. Donc nous, ce que l'on cherche, c'est la motivation extrinsèque au départ, qui se concrétise sur de l'intrinsèque. Je ne vais pas aller plus loin, mais la motivation extrinsèque, comment l'avoir? C'est donner des points à votre utilisateur, des niveaux, faire de la gamification, lui mettre des tableaux de score, des badges, des missions. Et comment aller plus loin? Là, vous allez vous attaquer à ses sentiments, à lui-même, à ses valeurs. En parlant de réputation, d'identité, vous allez mettre des preuves sociales, des feedbacks, des surprises, bref, vous allez essayer de créer une vraie relation.
Je terminerai par la phrase que Anders Toxbo a dit à la fin d'une conférence sur Persuasive Design. C'est que le Persuasive Design, ça permet de séduire ses utilisateurs, de faire que ces utilisateurs commencent à utiliser votre produit, mais aussi ils restent en utilisant la motivation intrinsèque et toutes les théories psychologiques qui sont derrière. Je vous demanderai du coup, avant de partir, de faire un choix, maintenant que vous avez quelques éléments de théorie sur la psychologie des utilisateurs. Je vais vous demander de faire un choix entre la manipulation et la facilitation. La manipulation, qu'est-ce que ça serait? Ça serait d'utiliser le persuasive design ou des concepts de persuasive design pour faire que votre utilisateur fasse une action qui ne soit pas dans son intérêt. Et la facilitation, ça serait d'utiliser le persuasive design pour l'aider, l'utilisateur, à réaliser ses objectifs. Donc, j'aimerais vous poser la même question que Anders a posée dans sa dernière conférence, mais qu'est-ce que vous allez choisir? À vous de voir, mais en tout cas, sachez que vous allez grandir dans un monde et vivre dans ce monde-là. Donc j'espère que le choix sera construit. Merci beaucoup. Je sais qu'il est tard, mais est-ce que vous avez des questions? Et je sais que vous avez soif et faim. C'est plutôt ça. Est-ce que vous avez des questions? On va en parler là-bas. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre une petite gommette ou une petite marque au stylo sur les cases qui vous intéressent.